Nous sommes le mardi 10 mars, voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à la une. Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci de commencer cette nouvelle journée avec nous. Encore une fois, l'actualité, ce qui retient l'attention dans l'actualité aujourd'hui, c'est cette guerre donc en Iran, ces frappes qui se poursuivent et bien sûr le prix du pétrole qui s'est envolé, qui a finalement diminué au courant de la journée d'hier après les propos de Donald Trump. D'ailleurs, on va y revenir avec Karine Matheux sur cette conférence de presse de Donald Trump où il a dit que la guerre était presque finie, mais en même temps que les États-Unis allaient continuer de frapper, de mener des frappes en Iran aux côtés d'Israël. C'est ce qui retient l'attention un peu partout dans les médias ce matin. Et on va aussi revenir avec Karine sur ce débat qui a eu lieu hier à la Chambre des communes sur ce sujet-là. En l'absence de Mark Carney, que s'est-il dit? Karine va nous résumer ça un peu plus tard. Autour de la table, l'équipe est réunie avec moi. Julie-Jasmine Boudreau aux actualités culturelles. Bonjour. Bonjour, Mathieu. Olivier Pellerin au sport. Salut, Olivier. Bonjour. Et Véronique Méran à la météo. Bonjour, Véronique. Bonjour. On va se parler tantôt ensemble, Julie-Jasmine, des francs ouvertes. Oui. C'est parti pour ce concours. Concours, exactement. La finale aura lieu le 11 mai prochain et il y a cette fameuse web diffusion très agréable qui fait qu'avec vos pantoufles et votre pyjama, vous pouvez... Ce que j'ai fait hier. Oui. Alors, j'ai hâte de vous en parler. C'est la 30e année, donc toujours des talents émergents, les jeunes pousses en devenir, mais qui a des défis financiers. Alors, on se tourne vers un nouveau mode de financement cette année qui, souhaitons-le, sera temporaire, mais je vais vous en parler. Parfait. On vous retrouve un peu plus tard à l'émission. Tiens, parlons de la météo tout de suite parce que, Véronique, j'ai l'impression que c'est pas tant les prévisions pour la journée là, immédiate. On regarde plus vers ce soir et surtout demain, mercredi, avec une tempête de verglas. Je sais pas si on peut dire tempête. En tout cas, on peut dire un épisode important. Oui, une tempête de verglas, pourquoi pas? Parce que du verglas, des désagréments, on a à peu près que ça avec ça. Sauf que, le lendemain, quand il fait soleil au travers de ça, on trouve que c'est bien beau. Mais une fois que ça tombe... Alors oui, un épisode de verglas assez prononcé sur... en fait, en partant de l'Outaouais, en passant par le Grand Montréal, en s'en allant jusqu'à Québec, ce sera comme ça. Et tempête de neige pour les régions plus au nord. Okay. Au nord de l'Abitibi, en s'en allant vers le Saguenay et l'est du Québec. Alors, on n'a pas changé de cap. On y va avec 20 à 30 mm de précipitations verglaçantes possibles. Ça commencera quand? Tranquillement au cours de la nuit prochaine. Et disons que ça s'intensifiera pour l'heure de pointe de la matinée pour le Grand Montréal. Québec sera touché 8-9 heures demain matin, surtout par les précipitations verglaçantes. Donc, c'est vraiment au cœur de la journée de mercredi qu'on aura tous les désagréments avec ça. Et souvent, on dit « Ah, il suffit d'un demi-degré pour que ça tombe seulement en pluie. » Là, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le drainage d'air froid qui est plus au nord qui va accentuer le verglas. Et en ce moment, les températures sont déjà très froides. Si on pense au secteur de la Manique, ce matin, moins 20. Alors, vous voyez que le froid, il est présent. Et ce qui va se passer, c'est que ça va alimenter les vents du nord-est qui vont descendre le long de la vallée du Saint-Laurent. Et vous allez avoir le système qui pousse du sud parce qu'il nous arrive du Colorado avec son air humide et chaud. Donc, tous les ingrédients sont réunis, justement, pour causer ces précipitations verglaçantes. Donc, degré de confiance quand même assez élevé pour ce qui est du 20 à 30 mm de verglas. Et évidemment, ça va s'améliorer là, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ça va changer en pluie en début de soirée sur la rive sud, en soirée sur la rive nord et éventuellement pour les autres secteurs. D'ici là, aujourd'hui, il fera quand même assez beau. Un petit peu de soleil, les nuages arrivent en après-midi et les températures demeureront vraiment très douces. On parle d'une dizaine de degrés pour Montréal, une quinzaine pour l'Estrie, 6-7 degrés facile, Laurentides, Lanaudière, Québec et l'Outaouais. Les températures fléchissent cette nuit et la problématique verglas, c'est à partir de demain. On a eu des records de température hier, entre autres, à Québec. Il y en a eu quelques-uns battus. C'était magnifique. Avec Montréal a eu ses premiers 15 degrés. Vélo. On avait le goût de ça, et pour les prochains jours. Là. Partout, oui, vraiment, des conditions Vélos, printanières. les trottinettes. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, du côté de l'Abitibi, là, c'est de la faible neige aujourd'hui. Il fait déjà moins 10. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Gaspésie, Côte-Nord, encore pas mal de soleil. Sinon, neige intermittente qui commence tranquillement pour le Saguenay et le Bas-Saint-Laurent. Mais c'est surtout demain, l'épisode neigeux. 15 à 30 cm, des vents forts, de la poudrerie. Ça touchera la Côte-Nord demain soir. Territoire ontarien assez variable ou nuageux dans l'ensemble. Le sud de l'Ontario, c'est principalement du vent à 40 mm de pluie.
Ça commencera ce soir. Et dans l'ouest, beaucoup plus calme, variable, des températures près de zéro ou légèrement en dessous. Il n'y a qu'à Vancouver, on a un épisode de neige, neige fondante, surtout accumulation en secteur montagneux. Donc, ça fait beaucoup de choses. Oui. On aura des fluctuations à vivre dans les prochaines heures, mais quand on est averti, ça va souvent mieux pour passer au travail. Oui, effectivement. Puis on se reparlera tout ça. On refera le point demain matin. On en reparlera évidemment. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Alors, Olivier, au sport, commençons en parlant des Jeux paralympiques et de para-hockey. Toute une dégelée pour le Japon face à l'équipe canadienne de para-hockey. Mais on s'en était parlé hier. C'était pas le plus gros défi que le Canada allait affronter à ces Jeux paralympiques, mais quand même, les joueurs s'étaient lancé le défi d'être plus précis, entre autres dans leur passe, dans leur tir. Je pense que hier, c'était mission accomplie. Victoire de 14-0 contre les Japonais au chapitre des tirs, pour vous donner un peu l'allure de la rencontre. Donc, 56 tirs pour les Canadiens contre 2 seulement pour les Japonais. Donc, les Canadiens qui ont affûté leur couteau, surtout qui se sont donc assurés une place en demi-finale de ce tournoi paralympique avec cette victoire d'hier. D'ailleurs, dans ce tournoi à la ronde, ce sera le dernier match aujourd'hui vers midi. Ce sera le match contre la Tchéquie et par la suite, ce sera complété pour le tournoi de para-hockey. Donc ça, c'est déjà quand même assez intéressant, surtout que les Américains ont fait à peu près la même chose hier, un résultat tout aussi étincelant. Donc on semble peut-être se diriger vers une autre finale Canada-États-Unis pour reprendre un peu ce qui s'est passé du côté masculin et féminin aux Jeux olympiques. Donc, il semble qu'on ne sera pas trop dépaysé lorsqu'on regardera la finale de ce tournoi de para-hockey. Sinon, aujourd'hui, il y a encore des compétitions de ski para-alpin. D'ailleurs, on est allé chercher le Canada une autre médaille hier, médaille de bronze à cette épreuve de Super G pour athlètes avec déficience visuelle. C'est Kala Eriksson qui a remporté sa deuxième médaille des Jeux paralympiques, médaille de bronze hier, avec sa guide Sierra Smith. Un peu d'inattendu pour eux, mais c'était avec un énorme sourire qu'ils ont accueilli cette deuxième médaille à ces Jeux paralympiques. Ils seront de retour en action aujourd'hui pour les épreuves de combiné alpin. Il y aura, Kala Eriksson, il y a Michaela Gosselin qui compétitionnera à l'épreuve debout chez les femmes et chez les hommes, catégorie assis. Il y a Kurt Otway aussi qui sera en action. D'ailleurs, hier, lui, a connu une dure journée à l'épreuve de Super G, a malheureusement pas pu terminer le parcours, a raté une porte et donc a été disqualifié pour cette épreuve. Et en conférence de presse ou plutôt en entrevue après son épreuve, a critiqué un peu le calendrier des Jeux paralympiques. Il dit, on se prépare toute l'année sur des conditions de ski idéales, des conditions de ski fermes. Et là, on arrive aux Jeux olympiques et on est dans de la slush, on est dans des conditions printanières et ça rend peut-être pas honneur et justice à tout le talent que les athlètes paralympiques ont. Et il demandait peut-être que le calendrier des Jeux paralympiques soit revu pour que les athlètes paralympiques puissent avoir ces conditions idéales pour être capables de se mettre de l'avant. Donc ça, je trouvais que c'était une critique assez intéressante. On se demande parfois, est-ce qu'on ne devrait pas joindre les deux Jeux paralympiques et Jeux olympiques pour les présenter en même temps? Est-ce que les Jeux paralympiques pourraient être présentés avant les Jeux? Peut-être un débat lancé là, mais je trouvais ça intéressant comme prise de position. Et on débute aussi les épreuves de ski paranordique aujourd'hui. On va rester dans le monde olympique. Valérie Maltais, évidemment, a eu toute une récolte à Milan-Cortina. Et là, elle est reconnue par sa fédération internationale. Oui, 3 médailles aux Jeux olympiques, 2 individuelles et une remportée par équipe. Cette médaille d'or, ce titre à la poursuite par équipe, titre qu'elles ont défendu d'ailleurs avec succès aux Jeux de Milan-Cortina. C'est la Fédération internationale qui lui a remis le titre d'athlète la plus améliorée pour cette saison 2025-2026, de par, oui, ses médailles aux Jeux olympiques, mais aussi par ses succès lors de la saison de Coupe du Monde avec cette médaille individuelle à 35 ans. C'est impressionnant. Je comprends. On dirait qu'elle repousse le calendrier, même si on sait que la retraite approche. C'était ses derniers Jeux olympiques, mais elle poursuivra la saison prochaine. Elle fait bien aussi, elle a bien fait au championnat du monde qui viennent tout juste de se terminer. Donc, vraiment une saison extraordinaire et la Fédération internationale qui a salué ça. Donc, pourquoi pas? Coup de chapeau à Valérie Maltais pour ses succès. Je terminerai simplement vous parlant de ce qui est à surveiller aujourd'hui. Bon, je vous ai donné le calendrier pour les Jeux paralympiques, mais il y aura aussi le Canadien qui sera de retour en action. Ce sera une semaine chargée pour le tricolore. 4 matchs. Ce soir, c'est contre les moribonds Maple Leafs de Toronto. Est-ce qu'eux aussi voudront être plus précis dans leur passe et dans leur but? Auront-nous droit à un on va avoir un résultat? 14-0? Bon, peut-être que là, c'est peut-être dans du rêve, là, mais donc, il y a un doublé, donc 2 matchs en 24 heures, un doublé ontarien, parce que ce soir, c'est contre les Maple Leafs et mercredi, c'est contre les Sénateurs d'Ottawa, les Sénateurs qui étaient à Vancouver hier, donc un peu de route avant de s'en venir au Centre Bell. Donc, ce sera surveillé ce soir. Merci, Olivier. Un plaisir. Salut, bonne journée.
C'est vraiment cette guerre au Moyen-Orient qui retient l'attention à la une des médias ce matin, des différents quotidiens. Évidemment, l'impact chez nous, entre autres l'impact à la pompe si vous êtes automobiliste et que vous avez dû mettre de l'essence au cours des dernières heures. Évidemment, vous l'avez certainement ressenti. Où s'en va Trump? C'est ce que se demande la presse de ce matin pendant que se précise la responsabilité américaine dans les bombardements d'une école. Le président des États-Unis lance des messages déroutants, écrit la presse, sur la durée de la guerre en Iran et les ambitions de la Maison-Blanche. Et ce qu'on lit également sous la plume de Marc Thibodeau, c'est que Washington a été surpris par l'ampleur des frappes d'Israël, par l'attaque notamment israélienne de dimanche contre les réservoirs de carburant à Téhéran. Ça a apparemment surpris effectivement les États-Unis et ça met en lumière donc des divergences de vues entre les deux pays alliés quant à la liste des objectifs à atteindre dans le cadre de la guerre. Donc vous pourrez lire ça dans la presse de ce matin. Différents points de vue et différents articles, notamment sur cette conférence de presse où Donald Trump a semblé envoyer, selon plusieurs analystes et par ses propos, des messages contradictoires. Je vous parlais du prix à la pompe, c'est ce qui retient l'attention du Journal de Montréal et du Journal de Québec, de 50 à 120 $ de plus par mois pour faire le plein. Et en une, le Journal de Montréal écrit « Merci Donald » avec une photo donc du prix de l'essence à 1,78 $ dans une station et une photo du président américain Donald Trump. Le prix à la pompe grimpe encore. Concrètement, ces attaques au Moyen-Orient, ça a des impacts pour les conducteurs d'une voiture standard, écrit le journal, qui doivent verser 12 $ de plus à chaque fois qu'ils remplissent leur réservoir. Pour les propriétaires de camionnettes, la facture a augmenté de 30 $ dans les 7 derniers jours. En une du Globe and Mail de ce matin, on revient effectivement aussi sur cette guerre et il est question d'un entretien avec le ministre libanais de la Culture qui se pose la question, est-ce qu'Israël voudrait couper le pays en deux? Est-ce qu'Israël ne serait pas en train de créer une zone tampon entre Israël justement et le Sud-Liban en repoussant la population? C'est une question que se pose un ministre israélien de la Culture en entrevue avec le Globe and Mail. Vous pourrez lire ça dans ce quotidien de ce matin. Et le journal Le Devoir nous parle également de la situation au Moyen-Orient en parlant notamment du prix de l'essence et de la région qui s'enfonce toujours plus dans un conflit avec une photo effectivement d'un nuage que l'on peut voir à la suite d'une explosion. Et le quotidien se penche sur une étude qui est publiée dans le Horticulture Research. Pourquoi les pêches ont perdu leur parfum, la qualité des pêches, le goût également qu'on retrouve dans les supermarchés, dit de voir, c'est pas exactement les pêches qu'on avait il y a un certain temps. Elles peuvent être juteuses, bien mûres, mais l'arôme caractéristique qui rend ce fruit si succulent semble avoir disparu. Dans la recherche en question dont parle Le Devoir ce matin, c'est la fertilisation à outrance des vergers qui serait à l'origine de cette disparition. Vous pourrez lire donc le résumé de cette étude dans le journal Le Devoir de ce matin. Et entre autres, sur le site de Radio-Canada, il est question du CURAM. Vous savez, c'est ce nouveau système de gestion des pensions fédérales de la sécurité de la vieillesse. Il y a des problèmes avec ce système informatique. Ça provoque de l'inquiétude, de l'anxiété chez de nombreux aînés canadiens. Ma collègue Valérie Gamache s'est penchée là-dessus. Elle donne l'exemple d'un retraité, justement, qui appelle à Service Canada tous les jours pour tenter de voir si le traitement de sa demande de prestation de la sécurité de la vieillesse avance en raison donc de ce virage informatique. Il y a des ratés. Vous pourrez lire un compte-rendu là-dessus sur le site de Radio-Canada ce matin. Karine Matteux est avec nous en studio maintenant. Bonjour Karine. Bonjour Oui, Mathieu. on va revenir effectivement sur cette guerre en Iran parce qu'il y a eu un débat hier aux communes. D'ailleurs, les partis d'opposition ont reproché à Mark Carney de s'être absenté. Il était donc effectivement ailleurs qu'à la Chambre des communes. Il avait une activité dans sa circonscription hier. Oui, voilà. Le premier ministre a plutôt choisi de participer à un événement qui se déroulait dans sa circonscription hier soir plutôt que d'être aux communes. Il n'était donc pas présent pour répondre aux questions de l'opposition et clarifier sa position qui est jugée par les autres partis comme étant changeante. Je veux vous faire entendre le député bloquiste Alexis Brunel-Duceppe, suivi du chef conservateur Pierre Poilievre et du chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris. Il a soutenu l'offensive militaire américaine jour 1, qui va à l'encontre du droit international. For this regime to be defeated, où est le premier ministre, Monsieur le Président? Et le fait que M. Carney ne participe pas au débat, je trouve que c'est un certain mépris de sa part.
Bon, et en effet, le 28 février dernier, à peine quelques heures après les premiers bombardements, le premier ministre s'était positionné en faveur de l'offensive, ce qui faisait alors du Canada l'un des seuls pays démocratiques avec l'Australie à appuyer officiellement l'attaque contre l'Iran. Mark Carney n'avait pas non plus écarté la possibilité que des troupes canadiennes soient envoyées au Moyen-Orient si les intérêts canadiens sont menacés. Depuis, il a tempéré ses propos tout en maintenant son appui. Et donc, hier, ce sont ces ministres qui ont défendu la position du gouvernement, dont la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, et le ministre de la Défense, David McGuinty. L'engagement du Canada est clair. Nous défendrons le droit international, nous défendrons la protection des civils et nous défendrons la sécurité des Canadiens où qu'ils soient dans le monde. Le Canada n'a pas été consulté, n'y a pas participé et n'a pas l'intention d'y participer. Et Anita Anand a ajouté que l'Iran ne doit en aucun cas se doter de l'arme nucléaire ni développer son arsenal de missiles. D'ailleurs, tous les partis en ont profité hier pour dénoncer le régime iranien. Ce qui nous amène au propos du président américain Donald Trump qui était en conférence de presse donc hier en toute fin de journée. Il a dit que, bon, d'un côté, la guerre allait finir rapidement, mais en même temps, il menace de frapper encore beaucoup plus fort l'Iran, surtout si le pays bloque le flux de pétrole. Oui, et il s'est adressé hier aux journalistes lors d'une conférence de presse, sa première depuis le début de l'attaque sur l'Iran. Écoutons un extrait. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out the... Alors, vous l'entendez, il promet une attaque d'une force sans précédent si le régime iranien tente de bloquer l'accès mondial au pétrole. Le président américain a aussi déclaré que la guerre serait bientôt terminée, sans préciser quelle échéance. Mais les frappes ne sont pas finies. Les États-Unis ont frappé 5000 cibles selon l'armée américaine, dont plus de 50 navires iraniens. En réponse à la flambée des prix du pétrole, le président américain a déclaré qu'il lèverait les sanctions sur le pétrole russe après avoir parlé à Vladimir Poutine. Et il assure par ailleurs que les États-Unis ne craignent pas de manquer de pétrole en raison de l'accès au pétrole vénézuélien. Je conclue avec la réponse de l'Iran qui a affirmé qu'il est prêt à se battre et à poursuivre les frappes de missiles aussi longtemps que nécessaire. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio avec nous. Donc, concours des Francs ouvertes, ça s'est ouvert hier. Oui. Et donc, Marie-Neige, c'est une des participantes. Oui, c'était l'une des premières, en fait, de la soirée. J'avais un petit extrait sonore que j'ai oublié. Alors, d'où votre regard un peu incrédule, avec raison. Alors, voilà. Oui, parce que hier, c'était l'ouverture des 30e Francs ouvertes, concours vitrine de talents émergents qui existe depuis 30 ans, Mathieu. Et qui est passé par là? Émile Bilodeau, les Sœurs Boulay, les Hey Babies, Karim Ouellet, Loco Locass, en voulez-vous d'autres, il y en a. Et je dirais que la plus grande des fiertés des Francs ouvertes, c'est de mettre de l'avant la composition de musique en français. Alors, et sans passer nécessairement par des reprises, par exemple, des fameux covers. Et aussi, depuis 2022, on a ajouté les langues autochtones. Alors, est-ce que la 30e est une année spéciale? Selon la directrice générale, pas nécessairement en termes de programmation. Une vingtaine de talents, la même structure, la même formule. Là, il y aura comme des préliminaires, des demi-finales et des finales. Mais dans la vraie vie, c'est-à-dire c'est une année importante parce que, je dirais, charnière au niveau du financement. Cette année, on a fait appel à une campagne de sociofinancement parce que les temps sont durs, puis parce que c'est une fragilité financière de l'organisme. Et vous allez voir, Sylvie Courtemanche, directrice générale des Francs ouvertes, l'exprime très, très bien, cette réalité-là. Si on fait le tour aussi des gens de l'industrie, des compagnies de disques, maisons de gérance, tout ça, ils considèrent aussi que les Francs ouvertes, c'est un lieu pour aller découvrir et aller rencontrer des artistes avec lesquels ils vont travailler, donc un maillon dans la chaîne. Donc, toute cette reconnaissance-là, on l'a déjà, comme un succès d'estime chez un artiste, là, dont on entend parler beaucoup, mais qui ne vend pas beaucoup de disques finalement.
Parce que les Francouvertes n'ont pas accès à certains types de financement public. Exactement, parce qu'avec leur statut concours, ça empêche les Francouvertes d'avoir accès, par exemple, à du financement municipal ou fédéral. Donc, ça passe uniquement par le provincial, qui est la SODEC, pour le bon fonctionnement. Il y a des partenaires privés, bien sûr. Il y a aussi des montants spécifiques accordés, par exemple, par la SOCAN ou par Musique Action. Mais ce socio-financement-là, on a un objectif d'amasser 30 000 d'ici la fin du concours. Bien, ça éviterait d'avoir à faire des coupures, comme par exemple dans la web diffusion, qui est hyper intéressante parce que moi, comme je le disais, j'écoutais ça du confort de mon foyer, mais ça sort un peu de la montréalité de l'affaire, c'est-à-dire que peu importe où vous êtes au pays, vous pouvez vous connecter puis voir les talents. Et aussi, moi, je me posais cette question-là. On a un peu un cas d'espèce en ce moment avec Angine de Poitrine qui connaît des succès fous sur le web. Est-ce que les nouveaux points de contact, les nouveaux systèmes de diffusion, en quoi un concours comme les Francouvertes, c'est encore pertinent? Et je vais vous faire entendre encore une fois Sylvie Courtemans, directrice des Francouvertes. Tous les prix qui sont remis aux artistes sont là en soutien de début de carrière. Donc, c'est des heures de studio, des spectacles, tout ça. Donc, ils ont vraiment une réelle possibilité, quand ils viennent aux Francouvertes, d'avoir un contact humain et direct avec des gens de l'industrie. Puis ça, c'est peu importe où ils se positionnent, qui gagnent pas. Oui, ça reste intéressant, effectivement, peu importe la façon dont ça se déroule. Donc, encore pertinent d'avoir un tel concours et cet accès pour les artistes après ça, que ce soit dans des salles de spectacle Absolument. ou encore dans des studios. Parlons du département américain de la justice qui a conclu un accord à l'amiable avec Live Nation Ticketmaster. Oui, ça met fin aux poursuites qui avaient été entamées il y a 2 ans. Donc, on évite un procès complet. On avait commencé, évidemment, les procédures judiciaires il y a à peu près une semaine parce que Live Nation et Ticketmaster, accusés par notamment le département de la justice aux États-Unis, mais aussi par 39 États américains, d'exercer un monopole illégal. Donc là, Ticketmaster s'engage à limiter les frais de service à 15 seulement. Ça désole plusieurs États qui auraient espéré plus, qui trouvent que l'entente est insuffisante. Live Nation va devoir céder 13 de ses salles de spectacle. Il en compte 460. Puis l'accord ne prévoit pas de séparation entre Live Nation et Ticketmaster, parce qu'il faut rappeler que Ticketmaster a été racheté par Live Nation en 2010. Et là, donc, l'entente sera validée probablement dans les prochains jours. Pour l'instant, ça ne concerne que le marché américain. Alors là, c'est sûr qu'on verra les impacts ici, mais je vous rappelle que Live Nation détient à 49 Evenco. Evenco qui est promoteur, entre autres, des Franco, de Osheaga aussi, puis du Festival de jazz de Montréal. Merci beaucoup, Gilles Jasmine. Bonne journée. Oui. Ce qu'on va surveiller dans l'actualité, Marie-Michel Bordua est avec nous en studio. Évidemment, 11e jour de guerre au Moyen-Orient. Et la situation s'envenime entre Israël et le Liban. L'État hébreu qui a mené durant la nuit des frappes sur le sud et l'est du Liban, fief du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah. Le Hezbollah qui est toujours dans la mire de l'État hébreu. Notre envoyé spécial Frédéric Arnould est en Israël. Il s'est rendu à la frontière avec le Liban pour aussi le constater, la résignation de la population aux nouveaux affrontements. Et aussi, chez nous, il y a un appel qui est lancé au Québec à investir davantage dans la recherche universitaire. Plus de détails de notre collègue Fanny Bussière-McNicol. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition. Dans la une, vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.